D'accord. Donc l'événement d'aujourd'hui, le chemin vers la paix en Ukraine, aborde l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est une violation du droit international. Cela a été brutal et a causé d'immenses souffrances. Cependant, nous voulons fournir un contexte supplémentaire aux personnes vivant ici au Canada. Il est crucial que nous considérions le rôle de notre propre gouvernement dans cette terrible situation. Malheureusement, Ottawa a longtemps été belliciste. À l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de la Russie, il y a seulement 2 mois, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré « Ce n'est pas le moment de parler de paix, c'est le moment de les armer ». Quelques semaines plus tard, elle a appelé à un changement de régime à Moscou et a critiqué les tentatives de la Chine de négocier la paix. Il devient donc de plus en plus difficile de soutenir que le Canada n'est pas de facto en guerre avec la Russie. Ottawa a envoyé 2 milliards de dollars en armes à l'Ukraine, aurait des forces spéciales sur le terrain, forme les forces ukrainiennes au Royaume-Uni et en Pologne, et offre un soutien important en matière de renseignement. Il y a quelques jours, 2 autres anciens soldats canadiens ont été tués en combattant près de Bakhmut. À travers la mission de formation Opération Unifiée, le Canada est sans doute en guerre par procuration avec la Russie depuis 2015. L'un des objectifs de cette mission est d'intégrer l'armée ukrainienne dans l'OTAN. Comme beaucoup l'ont souligné, un facteur central des tensions régionales est l'expansion de l'OTAN. Depuis le début des années 90, le Canada a poussé très fort pour élargir l'OTAN. Et plus récemment, notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendue à Kiev en janvier 2022 pour promouvoir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Nous voulons trouver une issue à cette situation, et pour ce faire, nous devons accepter l'histoire de cette guerre. Au CFPI, nous demandons qu'au lieu d'alimenter davantage le conflit, Ottawa pousse à négocier une issue. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs est professeur et directeur du Centre pour le développement durable à l'Université Columbia. Il est l'auteur et l'éditeur de nombreux livres, dont 3 best-sellers du New York Times, The End of Poverty, Commonwealth, Economics for a Crowded Planet et The Price of Civilization. Son livre le plus récent est L'ère de la mondialisation, géographie, technologie et institutions. Sachs a été classé par The Economist parmi les 3 économistes vivants les plus influents et a été nommé 2 fois parmi les 100 leaders mondiaux les plus influents par le magazine Time. Il est largement reconnu pour ses stratégies audacieuses et efficaces pour relever des défis complexes, notamment la sortie de la pauvreté extrême, la lutte mondiale contre le changement climatique d'origine humaine, les crises de la dette internationale et les crises financières, les réformes économiques nationales et le contrôle des maladies pandémiques et épidémiques. Bienvenue, Jeffrey. Merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction. C'était très aimable, non seulement pour moi, mais aussi pour le sujet et l'importance de comprendre le contexte et l'agressivité du Canada en tant que membre d'une alliance dirigée par les États-Unis. Je suis également ravi d'être ici avec le professeur Kachanowski, dont j'admire vraiment le travail. Il a une perspective importante à partager sur ce sujet. Pour le contexte, j'étais membre de l'équipe de conseil économique du président Gorbatchev il y a 34 ans. J'ai été conseiller du président Eltsine il y a 31 ans et du président ukrainien Kuchma il y a 30 ans. J'ai également conseillé le président Yushchenko il y a environ 27 ans. Je connais cette histoire depuis le début. C'est une histoire sur l'expansion de l'OTAN et c'est une histoire que vous ne lirez pas dans les médias grand public. You will not read in the mainstream media. This is a story that the US government works overtime. C'est une histoire que le gouvernement américain travaille d'arrache-pied pour cacher et dissimuler. C'est très regrettable.
La plupart des gouvernements ne disent plus la vérité sur quoi que ce soit, mais j'attends que les États-Unis disent la vérité sur quoi que ce soit parce que je ne crois plus rien de ce qui sort de Washington de nos jours à propos de cette guerre et de bien d'autres choses, malheureusement. Triste à dire. C'est une guerre qui aurait pu être facilement évitée à de nombreux moments. D'abord, l'Union soviétique, puis les dirigeants de la Russie ont dit à maintes reprises ne pas étendre l'OTAN à l'Ukraine. Est-ce un concept si difficile à comprendre? Nous devrions envisager si le Mexique et la Chine faisaient une alliance militaire, les États-Unis ne diraient pas et le Premier ministre Trudeau ne dirait pas, eh bien, c'est leur choix. And Prime Minister Trudeau is not going to say, well, that's their choice. It's an open door. They can do what they want. C'est une porte ouverte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est de la prétention ou de l'arrogance. Je ne sais pas exactement laquelle. Mais les États-Unis ont dit, nous ne nous soucions pas de ce que la Russie dit à propos de ce que nous faisons. Et c'est la politique formelle de l'OTAN déclarée à plusieurs reprises que nos décisions sur où nous allons ne peuvent pas être influencées par des pays tiers. Point final. Donc l'OTAN suppose qu'elle peut se déplacer à la frontière de n'importe qui, sans plainte ni réponse. Si vous voulez savoir pourquoi cette guerre a eu lieu, c'est ça. C'est l'explication en une phrase. Le reste, ce sont des détails. Et bien sûr, les gens diront « Oh, c'est tellement faux, professeur Sachs. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Êtes-vous fou? » Parce que c'est ce que j'entends des gens qui lisent le New York Times chaque jour. Parce que c'est ce qu'on leur donne. Je suis désolé, j'étais là à ces moments-là. J'étais vraiment là. At these instances, I was actually there. Professor Kachanovsky is the world expert on what happened at the Maidan. Le professeur Kokhanovsky est l'expert mondial sur ce qui s'est passé au Maïdan. J'étais là le lendemain parce que le gouvernement suivant m'avait demandé d'y être. On m'a expliqué comment les ONG américaines ont financé les manifestations sur le Maïdan. Imaginez comment nous nous sentirions si les Chinois avaient financé les manifestations du 6 janvier à Washington. Nous dirions « Oh, c'est très bien ». Eh bien, les États-Unis ont payé pour le Maïdan, mais vous ne le lirez pas dans le New York Times. Nous vivons dans un monde de mensonges et les États-Unis sont dirigés par la confidentialité, sauf quand quelqu'un divulgue des informations. Tout est censé être secret. Alors démêlons pendant quelques minutes ce qui s'est réellement passé. À partir de 1989 et 1990, les États-Unis et l'Allemagne ont à plusieurs reprises What actually happened is that starting in 1989 and 1990, the United States and Germany repeatedly, explicitly represented to Gorbachev a dit explicitement à Gorbatchev que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est en direction de l'Union soviétique si l'Union soviétique dissolvait le pacte de Varsovie. Vous pouvez consulter les archives de la sécurité nationale de l'Université George Washington. L'article s'appelle « Ce que Gorbatchev a entendu ». Cherchez-le simplement en ligne. Vous trouverez environ 30 documents d'archives qui disent la vérité. Les États-Unis ont promis aucune expansion de l'OTAN. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un secret parmi nous, 427. Les États-Unis ont menti. Parce qu'à partir de 1992, il y avait déjà des plans complets pour l'élargissement de l'OTAN, y compris l'Ukraine, dès 1992. J'ai récemment parlé avec un historien de premier plan qui travaille sur des matériaux d'archives. Mais explique que l'Ukraine était déjà sur la 12. Les États-Unis sont arrogants. Ukraine was on the list already in 1992. Because the U.S. is arrogant. I'm sorry to tell you another secret if we can just keep it among ourselves. Je suis désolé de vous révéler un autre secret, si nous pouvons le garder entre nous. Les États-Unis croient qu'ils dirigent le monde. C'est la seule superpuissance, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Grâce aux valeurs américaines, nous pouvons faire ce que nous voulons, que ce soit des opérations subversives, renverser des gouvernements ou lancer des guerres sous de faux prétextes. Bombarder Belgrade, bombarder la Libye, cela n'a pas d'importance. Mais ne vous attendez pas à obtenir la vérité parce que vous ne l'aurez pas.
À partir du milieu des années 90, il y avait déjà un compte-rendu détaillé de ce que serait la chronologie. Si je peux trouver un article, j'essaierai pendant que nous parlons. Je veux juste vous citer Zbigniew Brzezinski, qui a exposé dans un article de Foreign Affairs, qui est une manière pour les initiés d'expliquer à l'élite new-yorkaise ce qui se passe réellement. Explain to the New York elite what's really going on. And he wrote already exactly. Et il a écrit le plan de jeu exact. Je pense que c'est intéressant de le lire. Laissez-moi voir si je peux le trouver. D'accord, voici Brzezinski écrivant dans le numéro de septembre-octobre 1987 de Foreign Affairs. Il dit en conséquence, l'élargissement de l'OTAN et de l'UMR devrait progresser par étapes délibérées. En supposant un engagement soutenu des États-Unis et de l'Europe occidentale, voici un calendrier spéculatif mais réaliste pour ces étapes. D'ici 1999, les 3 premiers membres d'Europe centrale auront été admis dans l'OTAN. Par cela, il entend la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Bien que leur inclusion dans l'UOMA ne se produira probablement pas avant 2002 ou 2003. C'était en fait en 2004. D'ici 2003, l'UMA aura probablement entamé des pourparlers d'adhésion avec les 3 républiques baltes. By 2003, the EU is likely to have initiated accession talks with all 3 Baltic republics. And NATO will likewise have moved forward on their membership as well. Et l'OTAN aura également progressé sur l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, leur accession devant probablement être achevée avant 2005. Cochez la case. Entre 2005 et 2010, l'Ukraine, à condition qu'elle ait réalisé des réformes internes significatives et qu'elle soit identifiée comme un pays d'Europe centrale, devrait également être prête pour des négociations initiales avec l'UMOPOR et l'OTAN. Cela s'est produit en 2008. En d'autres termes, Brzezinski ne spécule pas. Brzezinski vous dit le plan et il expose ce qui va se passer. Eh bien, ce plan n'a pas plu aux Russes. Ils ont dit non, ne déplacez pas l'OTAN à notre frontière de près de 2000 km avec l'Ukraine. Ne le faites pas. Les États-Unis sont sourds. Alors d'abord sont venues les 3 premières expansions, puis, comme vous l'avez entendu, il y en a eu 7 autres sous George Bush. As you heard, there were 7 under George W. Bush, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovakia, Slovenia. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie. Puis en 2008, les États-Unis ont insisté pour que l'Ukraine et la Géorgie deviennent membres. Si vous regardez une carte, tout ce qu'ils font, c'est mettre en œuvre le plan de Brzezinski pour entourer la Russie dans la mer Noire. Avec l'Ukraine et la Géorgie, vous avez l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie entourant complètement la Russie dans la mer Noire. C'est le plan. Ce n'est même pas subtil. Poutine a dit en 2007, « Écoutez, nous voulons coopérer, nous essayons de coopérer, mais n'élargissez pas continuellement l'OTAN parce que vous avez dit « pas un pouce vers l'Est » et maintenant vous l'avez fait. C'est 10 pays et maintenant ça va être 12 puis 14 et vous nous entourez. » Encore une fois, les États-Unis n'ont pas écouté. Mais il y a eu de la malchance pour les États-Unis, car le peuple ukrainien ne voulait pas de l'expansion de l'OTAN. US, which is the Ukrainian people did not want NATO expansion. If you look at the opinion surveys and just go on Wikipedia to take a look. Si vous regardez les sondages d'opinion, vous pouvez tous les trouver compilés sur Wikipédia. Ces sondages, environ 10 au total, montrent de larges majorités contre l'élargissement de l'OTAN. Le président Viktor Yanukovych a été élu en 2010 et a prôné la neutralité de l'Ukraine. Il a également plaidé pour que la Russie ait un bail à long terme jusqu'en 2042 à Sébastopol, où la flotte russe est basée depuis 1783. Cela est devenu une raison pour les États-Unis de soutenir son renversement à la fin de 2013. Lorsque des manifestations ont éclaté à cause du retard de Yanukovych à signer un accord d'adhésion à l'UNPOEL, que ces manifestations aient été initialement provoquées ou spontanées, je laisserai le professeur Kachanovski l'expliquer. Spontaneous, I'll leave it to Professor Kachanovski to help us understand. But soon they were militarized and paramilitary. Mais bientôt,
ils ont été militarisés et paramilitarisés par des groupes violents, surtout de l'ouest de l'Ukraine. Nous savons d'une interception enregistrée le 6 février 2014 que Victoria Nuland a discuté de qui serait le prochain gouvernement 2 semaines plus tard. Elle a décrit ses partenaires à Washington sur l'enregistrement. Qui sont-ils? Le vice-président, Joe Biden, et le conseiller à la sécurité nationale du vice-président, Jake Sullivan. Donc, la même équipe au pouvoir maintenant a joué un rôle dans le renversement de Yanukovych. Lorsque le renversement a eu lieu, j'ai reçu un appel pour venir à Kiev et rencontrer le nouveau gouvernement. Quand un gouvernement demande, je vais. Quand je suis allé, le Maïdan était encore rempli de gens. And when I went, the Maidan was still swirling with people, and a US. Une personne américaine m'a expliqué à quel point elle était fière que les États-Unis aient aidé à financer ces manifestations. C'était une ONG qui expliquait combien d'argent elle avait investi dans le financement des manifestations. Cela m'a rendu malade de savoir cela. La machination et le rôle des États-Unis dans le renversement. D'accord, nous n'avons pas le droit de parler de tout cela, alors gardons cela pour nous. Nous ne sommes que 467, mais vous n'en lirez rien du tout. Nous savons que la guerre n'a pas éclaté en février 2022. La guerre a éclaté en février 2014. Le professeur Kachanovski est de loin l'autorité sur ce qui s'est passé à Odessa, en Crimée et dans le Donbass. Mais déjà, c'était une guerre civile. En 2015, l'OTAN déversait des armes. Already, by 2015, NATO was pouring in weapons. And there was a UN-backed. Il y a eu une tentative de paix soutenue par l'ONU, notamment l'accord de Minsk II, supposément co-garanti par la France et l'Allemagne. Le nouveau gouvernement ukrainien, soutenu par les États-Unis et l'OTAN, a dit effrontément « Nous n'allons pas mettre cela en œuvre ». Ils l'ont donc signé, mais ne l'ont pas mis en œuvre. Angela Merkel a déclaré il y a quelques mois dans une interview assez notoire « Oh non, 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 c'était juste pour gagner du temps pour que l'Ukraine puisse se renforcer. » Eh bien, des milliards de dollars d'armes ont été envoyés. Biden est entré en fonction et Poutine a proposé un projet d'accord de sécurité en décembre 2021. Il s'agissait d'un accord entre l'OTAN et la Russie sur les arrangements de sécurité, appelant principalement à l'arrêt de l'élargissement. Calling for, at the center, stopping the enlargement. I spoke to White House officials, a senior White House official. J'ai parlé à des hauts responsables de la Maison-Blanche à la fin de 2021. J'ai dit « Évitez la guerre pour l'amour du ciel. Arrêtez l'élargissement de l'OTAN. Vous comprenez? C'est le problème depuis le début. » Et on m'a répondu « Jamais. Nous ne négocierons jamais sur cette question. L'OTAN a une porte ouverte, tout comme nous dirions sûrement avec le Mexique s'il s'alliait avec la Chine. » Je ne peux pas dire le vrai mot qui s'applique à cela parce que c'est pas poli. Mais ce n'est pas un comportement adulte. C'est une provocation de guerre. Donc, à la mi-janvier 2022, les États-Unis ont formellement rejeté toute discussion sur l'élargissement de l'OTAN. Any discussion about NATO enlargement. And if you read the minutes of Russia's National Security Council, si vous lisez le compte-rendu de la réunion du Conseil de sécurité nationale de la Russie à la veille de l'invasion, qui a eu lieu le 21 février, vous pouvez voir toutes les déclarations. Elles concernent toute l'OTAN. Poutine commence en disant qu'ils ont essayé d'arrêter l'élargissement de l'OTAN, mais que les efforts n'ont pas été pris au sérieux. Il mentionne également que les États-Unis manquent de crédibilité. Ensuite, Lavrov prend la parole, décrivant le processus de négociation échoué et comment les pays de l'OTAN n'étaient pas disposés à discuter de la disposition de l'OTAN. C'est la guerre. La guerre a éclaté. En l'espace d'un mois, Zelensky a dit que l'Ukraine pourrait peut-être être neutre. Les négociations ont alors commencé à Ankara avec la médiation turque. With Turkish mediation. And I spoke to the Turkish mediators. I spoke to people who were. J'ai parlé aux médiateurs turcs et aux personnes qui étaient profondément impliquées dans cela.
Des progrès rapides ont été réalisés sur la base de la neutralité ukrainienne. Puis un jour, les Ukrainiens sont arrivés et ont dit qu'ils faisaient une pause dans les négociations. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, dans une interview très intéressante qu'il a donnée en ligne il y a quelques mois, a déclaré que les États-Unis l'avaient arrêté. Il a mentionné qu'il n'était pas d'accord avec eux, mais qu'il pensait qu'il devait être dur envers la Chine et que ce serait un signe de faiblesse de suivre cela. Honnêtement, c'est pire que de traiter avec des enfants de 5 ans. Et donc la guerre a continué et les négociations ont pris fin. And so the war continued, the negotiations ended, we've had another year. Nous avons eu une autre année. Ils ne se soucient pas des vies perdues à Washington. Ils s'en fichent. Même Romney a écrit un article disant que cette guerre est formidable. La Russie perd, la Russie est saignée, et pas une vie américaine n'est perdue. Il a vraiment eu l'audace d'écrire cela, ou la méchanceté d'écrire cela. D'accord, c'est l'histoire. Si nous voulons que cette guerre se termine, nous devons négocier, et cela doit être basé sur l'absence d'élargissement de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre moyen pour que cette guerre se termine. Pourquoi? Parce que si l'Ukraine est victorieuse sur le champ de bataille, la Russie utilisera des armes nucléaires. Et si l'Ukraine échoue sur le champ de bataille, eh bien tout cela est sans importance. La troisième option est que la guerre continue indéfiniment, ce qui est typique des guerres à l'américaine. And the third option is the war goes on forever, which is American-style wars. Yeah, sure, we can just fight forever. Oui, bien sûr, nous pouvons simplement nous battre pour toujours. Si nous voulons la paix, nous devons en fait dire la vérité, à savoir qu'il y a des limites à l'élargissement de l'OTAN. Je suis désolé de le dire, le Canada est absolument complice de cela. C'est une honte pour moi parce que j'ai grandi à Detroit, Michigan. Le Canada était juste au sud pour moi, donc vous étiez mon voisin du sud à Windsor. J'ai toujours considéré le Canada comme la partie saine du continent, parce que je savais que les États-Unis étaient la partie folle. Mais je ne vois aucune honnêteté dans le leadership canadien à ce sujet. Je suis désolé de vous le dire. J'ai eu quelques interactions que je n'aime pas, parce que tout cela est du militarisme à outrance. Because this is all gung-ho militarism, and as Bianca said at the opening, Comme Bianca l'a dit à l'ouverture, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que ce n'est pas le moment de parler de paix, c'est le moment de faire la guerre. Nous n'avons plus de diplomates, mesdames et messieurs. Nous avons juste des diplomates essayant de prouver qu'ils sont des bellicistes. La vie n'a pas d'importance parce que ce sont les Ukrainiens qui souffrent au-delà de toute croyance. Leur gouvernement a tout misé sur le soutien des États-Unis. C'est un pari terrible. J'ai essayé de leur dire, demandez aux Vietnamiens, demandez aux Nicaraguayens, demandez aux Afghans, demandez aux Libyens, demandez aux Syriens. Est-ce génial de parier avec les États-Unis comme soutien? Pas tellement. Merci beaucoup. Thank you very much. Oh, thank you, Jeffrey. Merci, Jeffrey, pour cette présentation brillante et incroyablement claire. Vous nous avez aidé à couper à travers le bruit et à comprendre la chronologie historique, ce qui est si important pour donner un sens à tout cela. Votre appel à l'honnêteté est fort et clair. Merci d'avoir courageusement pris le contre-pied et dit les choses telles qu'elles sont. Votre message sur la nécessité de négocier est très clair. J'ai trouvé vos paroles un rappel sobre des enjeux et de la nécessité de la paix. J'ai hâte d'entendre plus de vous pendant la période de discussion et la séance de questions-réponses. Merci, Jeffrey. Nous allons maintenant entendre Ivan Kachanovski. Ivan est professeur à l'Université d'Ottawa et a publié 4 livres et de nombreux articles, dont L'extrême droite, l'Euromaïdan et le massacre de Maïdan en Ukraine. L'origine cachée du conflit croissant entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Bienvenue, Ivan. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de cette question. C'est une affaire très importante et cruciale.
non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le Canada et de nombreux autres pays. C'est une énorme tragédie pour l'Ukraine et les Ukrainiens. En tant que chercheur ukrainien spécialisé dans les conflits en Ukraine depuis très longtemps, je base mon bref discours sur mes recherches académiques qui ont commencé avec ma thèse de doctorat aux États-Unis. Je me spécialise également dans la politique de recherche des pays occidentaux envers l'Ukraine et d'autres pays post-soviétiques. Ainsi, mon discours est basé sur mes recherches académiques. So my talk is based on my academic research, and I think this is very important to, Je pense qu'il est très important de souligner que la représentation de ce conflit dans les médias occidentaux et par les politiciens occidentaux, comme l'a déjà mentionné le professeur Jeffrey Sachs, est très éloignée de la réalité. C'est une question cruciale, car je base mes recherches sur des données et des sources originales, et je publie mes résultats dans des articles et des livres évalués par des pairs. Par conséquent, mon discours est fondé sur mes recherches et des données originales. Je peux dire que la guerre en Ukraine, que la Russie a lancée en février 2022, était illégale et basée sur de fausses allégations de génocide contre les Russes ou les russophones dans le Donbass, ou que l'Ukraine a un régime nazi. Donc, ces affirmations étaient fausses. La justification de la guerre par la Russie était basée sur ces fausses affirmations. J'ai étudié cette question de manière approfondie. L'Ukraine n'est pas un pays néo-nazi et n'a pas de gouvernement néo-nazi. Il n'y a pas eu de génocide de Russes dans le Donbass et il n'y avait aucune preuve d'une attaque imminente des forces ukrainiennes dans le Donbass pour reprendre la région contrôlée par les forces séparatistes, soutenues par la Russie. Comme je l'ai écrit avant l'invasion russe, ce conflit, qui a eu des conséquences dévastatrices pour l'Ukraine, aurait pu être évité. Il était possible pour l'Ukraine d'éviter cette dévastation en déclarant sa neutralité et en affirmant qu'elle ne rejoindrait pas l'OTAN. Les chances de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN dans un avenir proche ou prévisible étaient proches de zéro. Et cela a été reconnu par Zelensky, la direction de l'OTAN et les pays occidentaux, mais publiquement, il ne voulait pas en parler. Je pense que c'était une occasion manquée. En échange, l'Ukraine aurait pu se voir offrir l'adhésion à l'Union européenne, ce qui aurait favorisé le développement économique de l'Ukraine et aidé celle-ci à devenir une démocratie. Des pays post-communistes similaires comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie auraient pu être des exemples de ce développement futur et de la résolution pacifique des conflits. Mais cela ne s'est pas produit, et la Russie a envahi l'Ukraine. Après l'invasion, il y avait encore une possibilité de résolution pacifique lorsque Zelensky a initialement accepté des négociations avec la Russie. Il a accepté la possibilité d'un accord dans lequel l'Ukraine aurait pu devenir un pays neutre. Selon des informations publiées par Fiona Hill et d'autres sources, la Russie se serait retirée ou aurait retiré ses troupes des régions occupées de l'Ukraine, à l'exception du Donbass et de la Crimée, qui ont été annexées par la Russie. Il y avait une telle possibilité, mais après l'annexion de ces régions, il est devenu beaucoup plus difficile de parvenir à une résolution pacifique. En avril 2022, cet accord de paix a été bloqué par les pays occidentaux, car ils ont décidé d'utiliser l'Ukraine comme un proxy pour combattre ou affaiblir la Russie. Je pense que c'est un développement très important, confirmé par diverses sources, y compris le Premier ministre israélien. Cela a été rapporté pour la première fois par Ukrainska Pravda, citant des sources proches de Zelensky. Cette information est basée sur des preuves solides qui sont souvent non rapportées ou omises par les médias. Comprendre cette question est crucial pour comprendre le conflit et la guerre. D'après mes recherches, la guerre a commencé sans justification. C'était une invasion illégale et une guerre de choix par la Russie et Poutine.
Le conflit violent entre la Russie et l'Ukraine, en particulier en Ukraine, a commencé avec les manifestations de Maïdan et le massacre de Maïdan. D'après mes recherches et les preuves accablantes révélées récemment par le procès et l'enquête sur le massacre de Maïdan en Ukraine, il apparaît que le massacre des manifestants de Maïdan et de la police n'a pas été perpétré par le gouvernement de Yanukovych et ses forces. Au contraire, il a été organisé par des éléments de l'opposition de Maïdan, en particulier des partis d'opposition d'extrême droite et oligarchiques. Ils ont utilisé ce massacre sous faux drapeau pour renverser Yanukovych et prendre le pouvoir en Ukraine. C'est un développement très important qui n'est pas rapporté par les médias grand public. Il y a maintenant des témoignages de la majorité des manifestants de Maïdan blessés lors du procès du massacre de Maïdan. Plus de 500 témoins rapportent les mêmes ou des preuves similaires. Il y a aussi des examens médico-légaux et des vidéos de ces tireurs d'élite que j'ai publiées dans le cadre de mes recherches. Les données sont publiquement disponibles et publiées dans des articles évalués par des pairs. Récemment, mon article sur mes révélations concernant les cellules dermococcales a été accepté par une revue académique. Toutes ces preuves sont disponibles, mais elles ne sont pas rapportées par les médias grand public. Ceci est juste un exemple de la mauvaise représentation de ce conflit crucial et de ses origines. Cela montre comment il était possible d'éviter et de résoudre ce conflit pacifiquement. Après le massacre de Maïdan, qui a conduit au renversement du gouvernement de Yanukovych, la Russie a riposté en annexant la Crimée. Cela était illégal selon le droit international. La Crimée n'était pas une région russe qui soutenait les séparatistes rejoignant la Russie. Même avant l'annexion russe de la Crimée, il y avait un mouvement populaire dans les années 1990 pour rejoindre la Russie. Et les sondages d'opinion publique montraient un tel soutien parce que la Crimée était peuplée de Russes ethniques. Cependant, cette annexion était toujours illégale selon le droit international. Par la suite, une guerre civile a éclaté dans le Donbass, une autre région pro-russe selon les données des sondages et d'autres preuves. Cette région était également peuplée de Russes ethniques, près de la moitié de la population étant ethniquement russe. Le conflit dans le Donbass a commencé comme une guerre séparatiste. Initialement, la Russie a soutenu indirectement les séparatistes, mais est ensuite intervenue militairement en août 2014 et de nouveau en hiver 2015. Ce conflit s'est intensifié en une confrontation plus large, non seulement au sein de l'Ukraine, mais aussi entre l'Occident et la Russie. Les pays occidentaux ont effectivement soutenu le renversement violent du gouvernement ukrainien en 2014 et ont traité l'Ukraine comme un État client des États-Unis. Cette escalade a conduit à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui était illégale et a eu des conséquences terribles pour l'Ukraine. Une solution militaire à ce conflit serait très difficile à atteindre. Une résolution pacifique est spécifiquement nécessaire. Une solution militaire aurait probablement plus de conséquences négatives pour l'Ukraine, car elle a un désavantage significatif en termes d'armes et de personnel militaire par rapport à la Russie. De plus, la Russie a toujours la capacité d'utiliser des armes nucléaires. And Russia can still use nuclear weapons. So chances of Ukraine defeating Russia militarily. Les chances que l'Ukraine batte militairement la Russie et reprenne la Crimée et le Donbass sont proches de zéro. Cela signifie que si l'Ukraine continue de compter sur la force militaire, la possibilité de gagner ce conflit est très minime. Pour cette raison, je crois que cette politique aurait des conséquences très négatives pour l'Ukraine, sans aucune chance de succès. Par conséquent, une résolution pacifique est la véritable alternative, qui serait beaucoup plus bénéfique pour l'Ukraine et son peuple, tant à court terme qu'à long terme.
in the immediate future and in the long-term future. And I think this is again not mentioned by the media and by politicians. Et je pense que cela n'est, encore une fois, pas mentionné par les médias et les politiciens qui poussent simplement à la poursuite de la guerre en Ukraine pour avancer leurs propres objectifs. Mais ce n'est pas une option réaliste. C'est pourquoi c'est un développement très dangereux, car ce conflit peut s'intensifier et la Russie peut encore utiliser une variété d'armes militaires. Même ainsi, Itzebu Signusi soit capable de capturer toute l'Ukraine. Be able to capture entire Ukraine, all territory of Ukraine, but again, in the case of any. Mais encore, dans le cas de tout développement en Ukraine, je pense que la Russie serait toujours capable de garder le contrôle d'une grande partie du territoire ukrainien. Cela serait très difficile pour l'Ukraine à gérer à l'avenir, car cela signifierait une perte de territoire, une perte économique significative et une perte de vies humaines importantes, en raison de nombreuses victimes militaires et civiles. La dévastation dans différentes régions de l'Ukraine aurait également un impact économique très négatif. En plus de cela, il y aurait un grand flux de réfugiés de l'Ukraine vers des pays comme la Pologne, l'Allemagne et le Canada, qui offrent un tel programme. Il y a aussi beaucoup de réfugiés allant en Russie. Enfin, en termes de politique des pays occidentaux envers ce conflit, je pense que cette politique peut être évaluée sur la base de recherches académiques et de sources. Il est également très important d'appliquer les mêmes normes à la politique de l'Ukraine que celles qui seraient appliquées dans leur propre pays. Oh, Policies which will be very difficult to accept in their own countries. oh, thank you so much. Oh, I thought you. Merci oh, we beaucoup. lost you. I think we Je got pensais que nous you, vous avions but, perdu, I think mais je we're pense que good. nous avons Thank you tout so récupéré. much. Je pense que nous sommes bons. Merci Ivan, encore. thank you for that Ivan, presentation. merci pour cette présentation et pour ce travail académique minutieux. Vous avez mis en lumière l'histoire critique et les dynamiques régionales qui ont conduit à ce conflit dont nous ne lisons pas dans le New York Times ou le Globe and Mail. Merci également pour vos suggestions compatissantes sur la manière de mettre fin à ce conflit et les alternatives qui pourraient bénéficier au peuple ukrainien, ainsi que pour vos avertissements contre l'augmentation de la force militaire. Veuillez envisager d'obtenir une copie de l'un des livres d'Ivan. Ce sont d'excellentes ressources et nous avons mis les liens dans le chat. Ivan est un expert de l'Ukraine à l'Université d'Ottawa et fait un travail et des recherches très importants. Is doing very important work and research. It's so great to see all of the interest in this discussion. C'est formidable de voir tout l'intérêt pour cette discussion. Nous sommes plus de 450 ici à cet événement virtuel en direct. Je pense que c'est un bon signe. Veuillez envisager de partager cet événement sur vos pages Facebook. Nous le diffusons également sur Facebook Live. Ce serait formidable d'avoir encore plus de personnes qui regardent et s'informent sur ces questions. Un grand merci à nos panélistes, Jeffrey et Ivan. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Nous avons un peu de temps et quelques journalistes sont présents et aimeraient poser des questions. Rachel, pourrais-tu m'aider à promouvoir Michael en tant que panéliste ou à le réactiver? Michael Klassen de Bridge City News. Rachel, peux-tu faire cela? From Bridge City News, or unmute him. Rachel, are you able to do that? Yes, Mike. Oui, Michael, vous devriez maintenant être démuté. Allez-y, s'il vous plaît. Thank you very much. It's been Bonjour, merci beaucoup. C'était un plaisir d'entendre cette conversation. J'ai deux questions tournées vers l'avenir. La première est, quelles sont, selon vous, les répercussions de la perte générationnelle de vie en Ukraine? of life in Ukraine. Cette question s'adresse-t-elle à Ivan, Jeffrey ou aux deux? Professeur Sachs, si je ne me trompe pas. If I got that right. Just briefly, of course, this is Oui. Eh bien, brièvement, bien sûr, c'est dévastateur pour l'Ukraine, car des millions de personnes sont des réfugiés. Les jeunes sont partis, l'économie est détruite, les villes et les infrastructures sont en train d'être détruites. C'est une catastrophe. Lorsque cette guerre a commencé, j'ai dit aux États-Unis et j'ai écrit publiquement que l'OTAN, dirigée par les États-Unis, ferait de l'Ukraine le prochain Afghanistan.
Par là, je voulais dire un pays laissé en ruine par une guerre prolongée. Et c'est le chemin que nous suivons actuellement. Pour sauver l'Ukraine, nous devons arrêter la guerre par des négociations, non par une victoire militaire illusoire sur un pays avec 1600 armes nucléaires déployées. Ce que disent nos gouvernements n'a même pas de sens. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de stratégie. Ce sont des politiciens qui jouent jusqu'au prochain cycle d'actualité. Non, mais ils n'ont pas de stratégie. Merci. Thank you. Merci. Est-ce tout ou aviez-vous une question de suivi? Well, yes, one other one, and I think Oui. Une autre question, et je pense qu'elle est liée. D'un point de vue chrétien, la Bible dit que chaque semence produit selon son espèce. Voyez-vous cela et ce qui se passe sur les marchés financiers, comme le déclin de l'Empire américain? setting on the American empire? Well, I think if we're just speaking technically about it, Eh bien, je pense que si nous parlons simplement d'un point de vue technique, nous sommes à la fin du monde dirigé par les Américains, non seulement à cause de ces erreurs désastreuses, mais aussi parce que d'autres pays, notamment la Chine, mais pas seulement la Chine, ont des personnes très talentueuses, bien éduquées et qualifiées avec une infrastructure et une technologie solide. Un pays comme les États-Unis, avec 4,1% de la population mondiale, ne devrait jamais présumer diriger le monde ou écrire les règles. Nous sommes intrinsèquement dans un monde multipolaire. We are intrinsically in a multipolar world. But the whole idea of neoconservatism in the United States. Mais l'idée même du néoconservatisme aux États-Unis, qui est le gouvernement que nous avons en ce moment, est bipartisane. Les démocrates et les républicains croient tous deux que les États-Unis sont un pays unipolaire unique et doivent résister à tout concurrent potentiel, surtout la Chine. La Russie est considérée comme une menace régionale plus mineure. C'est ahurissant, mais c'est la vision littérale de Victoria Nuland et de son mari, Robert Kagan, qui écrit des livres choquants par leur naïveté, comme The Jungle Grows Back. Le thème du livre est que le monde est une jungle, les États-Unis sont un jardin, et c'est le travail des États-Unis d'arrêter la jungle. C'est grossier. Je vous le dis, ce sont les principes directeurs. Et le Canada, s'il vous plaît, réfléchissez clairement. Canada? Please think clearly. Come on. You guys are better than that. Really. Allez, vous êtes meilleur que ça. Vraiment? Alors s'il vous plaît, agissez mieux que ça. Ne suivez pas simplement la ligne des États-Unis dans ces guerres en essayant de défendre le pouvoir hégémonique. La prochaine sera à propos de Taïwan. Cela pourrait tout finir. Même celle-ci pourrait tout finir. Aujourd'hui, nous avons pris ce qui semble être une autre horrible étape d'escalade. Si c'est vrai, qui sait si c'est vrai ou non. Mais je regardais juste la vidéo que le gouvernement russe a postée de drones ukrainiens interceptés au-dessus du Kremlin. Si c'est vrai, est-ce qu'on plaisante? J'ai écrit à des journalistes de premier plan parce que le Financial Times a écrit cet après-midi. Je ne peux même pas en faire du sens. Il a dit « Attendez, laissez-moi voir si je peux le trouver, parce que c'est tellement révélateur de l'état d'esprit fou. » Oh, mon Dieu. Of the crazy mindset. Oh my God. Yeah, well, they changed it from when I read it this morning. Now it says if. Oui, eh bien, ils l'ont changé depuis que je l'ai lu ce matin. Maintenant, il est dit que si cela est confirmé, la tentative apparente sur la vie de Poutine et la reconnaissance du Kremlin marquerait une admission extraordinaire de la vulnérabilité russe. Au lieu de dire « Oh mon Dieu, allons-nous vraiment avoir la Troisième Guerre mondiale ?», le Financial Times a passé tout l'après-midi à le présenter comme « Regardez ça, c'est la vulnérabilité russe ». Il n'y a pas d'adultes en ce moment dans nos gouvernements ou dans les médias qui répètent ce que disent nos gouvernements. Honnêtement, j'ai 68 ans. J'ai traversé la guerre du Vietnam, les guerres du Golfe, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Serbie et la Syrie. J'ai vu d'innombrables renversements de gouvernements par la CIA. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que nous voyons en ce moment.
C'est peut-être à cause du désespoir des États-Unis de voir leur domination hégémonique remise en question. Ou peut-être qu'ils ont perdu la tête après des décennies d'arrogance. Je ne sais pas ce que c'est. They've lost their minds out of decades of arrogance. I don't know what it is. Thank you for that commentary. Merci pour ce commentaire. Nous allons passer au prochain journaliste, Alex Koch de The Maple. Alex, êtes-vous là? Bonjour. Hello. Hello? Yeah, we can hear you. Hi. This is a question. Bonjour. C'est une question pour le professeur Sachs. Concernant votre appel à ce que le Canada fasse preuve de raison et pousse pour des négociations et de la diplomatie, pensez-vous que même si le Canada voulait le faire, cela aurait un impact sur les États-Unis et l'OTAN de manière plus générale? Le Canada a-t-il le poids nécessaire pour réellement faire une différence sur cette question? Canada, together with other countries, certainly. Le Canada, avec d'autres pays, pourrait certainement aider les États-Unis à voir la réalité. Si le Canada et la France, qui souvent regardent cela d'un œil critique, mais le disent rarement ouvertement, bien que Macron laisse parfois échapper quelque chose, ainsi que l'Allemagne, l'Inde, le Brésil et la Chine, reconnaissent tous que c'est un désastre, cela pourrait faire une différence. Cependant, personne ne le dit directement aux États-Unis. Un premier ministre européen m'a dit il y a un an, « Pourquoi ne dites-vous rien ?» Il a répondu, « Parce qu'ils nous traitent comme des enfants. » Un premier ministre d'un grand pays européen m'a dit cela. Cela me fait encore frémir. Je ne comprends pas pourquoi ils se laissent traiter comme des enfants. Les États-Unis ne sont pas tout-puissants. Ils ne peuvent même pas mettre un pied devant l'autre ces jours-ci. It can't put one foot ahead of the next one these days. So there's actually no reason but En réalité, il n'y a aucune raison de ne pas dire « Vous savez, cela ne fonctionne pas très bien. Nous devons vraiment réfléchir à cela avant que le monde ne soit détruit. » Il n'y a pas de stratégie parce que l'Ukraine pourrait perdre sur le champ de bataille. Et si elle gagne, elle est détruite. Biden a eu un moment d'honnêteté il y a un an quand il a dit « Nous sommes sur le chemin de l'Armageddon ». Tous les journaux se sont immédiatement levés en chœur et ont dit « Ne parlez pas comme ça, ne dites plus jamais ça. Nous n'avons pas le droit de dire cela. C'est incroyable. » Donc oui, le Canada peut faire une différence, mais pas tout seul. En réalité, beaucoup de dirigeants le savent, mais un par un, ils ont peur. Merci Jeffrey. Alex, avez-vous un suivi? Oui, c'est en quelque sorte lié à cela. Évidemment, ce conflit a entraîné l'ajout de nouveaux membres à l'OTAN. À court terme, il semble que l'OTAN soit plus forte à la suite de cette guerre. Mais à long terme, pensez-vous que cette guerre affaiblira réellement la position de l'OTAN dans la communauté internationale? Ou continuera-t-elle à croître, selon vous? Eh bien, la chose la plus importante est de définir la communauté internationale. La communauté internationale comprend les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Ce sont les pays alignés avec les États-Unis. L'attitude du reste du monde est « Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Vous nous tuez à court terme parce que nous avons en fait beaucoup de gens affamés. Nous avons beaucoup de problèmes. Vous avez perturbé toute l'économie mondiale. Rappelez-vous, selon les États-Unis, 20% du monde constitue la communauté internationale. Ils ne comprennent pas pourquoi des dirigeants comme Lula vont en Chine ou pourquoi les Saoudiens disent certaines choses. Ils ne comprennent rien du monde dans lequel je vis, qui est les 80% restants du monde, observant cela. Which is the other 80% of the world watching this. The other 80% of the world ain't impressed. Les autres 80% du monde ne sont pas impressionnés, croyez-moi. Ils ne se lèvent pas pour encourager les États-Unis. Ce que nous considérons comme le monde
parfois appelé l'Occident, ce sont essentiellement les pays de l'Atlantique Nord qui ont été dominants pendant les 2 derniers siècles, plus les membres honoraires, le Japon et la Corée, et les dérivés anglo-saxons de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est tout. Ils ne comprennent pas que le reste du monde a d'autres préoccupations. Le reste du monde ne veut pas soutenir une guerre d'expansion de l'OTAN ou vivre sous la menace d'une annihilation nucléaire à cause du refus d'Ottawa et de Washington de négocier sur l'élargissement de l'OTAN. Ottawa and Washington to negotiate over NATO enlargement. Thank you. So we're at the top of the hour now. I'm going to... Merci. Nous sommes maintenant à la fin de l'heure. Je vais essayer de faire entrer un dernier journaliste. Aidan du Canada Files sera ici. Nous devrons être un peu brefs car nous arrivons à la fin de notre temps. Mais Aidan, allez-y avec votre question. D'accord, super. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Formidable. Okay, terrific. Thank you. Aidan Jonah, Editor-in-Chief of Canada Files. So I have a question for... Merci. J'ai une question pour M. Sachs. Récemment, nous avons interviewé Dimitri Lascaris, qui est en voyage d'enquête en Russie. La Canadienne Tamara Lawrence a également effectué un voyage d'enquête en Russie quelques mois auparavant. Que pensez-vous de la valeur de ces voyages d'enquête en Russie pour comprendre leur perspective sur ce conflit? Understanding their perspective with this conflict. As a general matter, I'm in favor of all possible. De manière générale, je suis en faveur de toutes les discussions possibles et des échanges de divers types, qu'ils soient académiques, culturels ou sportifs. Je ne veux pas voir la Russie boycottée aux Jeux olympiques. Je trouve cette idée de diviser le monde extraordinairement dangereuse. L'idée que nous ne parlions pas à nos homologues est également extraordinairement dangereuse. Pour moi, la recherche de faits est bien et bonne. En fait, non seulement bien, mais que Biden prenne le téléphone et parle avec le président Poutine ne serait pas mauvais. And speaking with President Putin wouldn't be bad. You know, even if they didn't agree, talk. Vous savez, même s'ils ne sont pas d'accord, ils devraient parler, faire une réunion Zoom, écouter les points de vue des uns et des autres. Mais cela nécessiterait la maturité d'au moins un adolescent de 17 ans. Je ne sais pas. Mais la façon dont ils se comportent, c'est comme s'ils étaient des enfants. C'est tout du harcèlement, des cris, des moqueries et des humiliations. Pas de la discussion. C'est incroyable. Quand le Premier ministre Trudeau a-t-il parlé pour la dernière fois au président Poutine? Et pourquoi pas? Le Canada a des enjeux importants dans cette affaire. Répétons-nous simplement la propagande que nous voulons, ou parlons-nous les uns aux autres et écoutons-nous les idées? Ma plus grande recommandation est de parler. That is my biggest recommendation of all. Talk. I think that is an excellent note. Je pense que c'est une excellente note sur laquelle terminer notre événement aujourd'hui. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps. C'était incroyable, mais c'est tout ce que notre emploi du temps permet pour aujourd'hui. Cela a été éclairant et important. C'est aussi un soulagement d'avoir un dialogue aussi sain et sobre parce que tout est en jeu, comme nous l'avons entendu de nos intervenants, et nous ne recevons pas les informations dont nous avons besoin. Alors, s'il vous plaît, partagez cet événement avec vos amis. Faisons notre part pour aller dans le sens de la paix et pour contester les politiques de Trudeau là où nous avons un peu de pouvoir. Je veux remercier notre public à la maison. Je veux aussi remercier World Beyond War Canada, Justice Advocates et Rights Action, les co-sponsors d'aujourd'hui. Advocates and Rights Actions, today's co-sponsors. Thanks to Rachel Small for your help behind the scenes. Merci à Rachel pour ton aide en coulisses. Merci à Jeffrey et Ivan de partager vos vastes connaissances avec nous tous et pour votre bravoure. Je pense que nous avons tous beaucoup appris. En ces temps sombres, c'était merveilleux de passer du temps à parler de paix. Comme l'a dit Jeffrey, malheureusement, il n'y a pas d'adultes ici. Canada, réfléchis bien, s'il te plaît. Au revoir tout le monde. C'est tout pour notre programme. Veuillez envisager de faire un don à l'Institut de politique étrangère canadienne sur foreignpolicy.flash/donations. Chaque centime compte. Nous avons un budget très serré. Au revoir tout le monde. Au revoir Ivan. Au revoir Jeffrey. Paix.
Bye, Jeffrey. Thank you. That's it for our program. Peace. Bye.